Le 12 octobre 1998, la famille Leroy, Stéphane, Céline et leurs deux enfants, Chloé et Lucas, a disparu sur une route départementale isolée du Massif central. Pendant 19 longues années, leur cas est resté l'un des mystères les plus glaçants de France. Un dossier classé sans la moindre explication, sans le moindre indice. Ce n'était ni une fugue, ni un enlèvement avec rançon. C'était un vide absolu, jusqu'à ce qu'une sécheresse historique, à l'été 2017, fasse baisser les eaux d'un lac de barrage et révèle leur voiture, une berline familiale ordinaire, engloutie depuis près de 2 décennies. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé une scène d'horreur silencieuse, mais c'est ce qui manquait qui a transformé ce drame en une énigme insoutenable. Comment une famille entière a-t-elle pu se volatiliser sans laisser la moindre trace? Et comment la vérité a-t-elle pu rester immergée, littéralement sous les yeux de tous, pendant si longtemps, avant que je ne vous révèle comment la tôle rouillée de cette berline a fait éclater un secret gardé par toute une vallée? Dites-moi dans les commentaires depuis quelle région vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous n'allez pas vouloir manquer la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée, car ce que les enquêteurs ont trouvé, ou plutôt n'ont pas trouvé, dans ce siège bébé à l'arrière du véhicule, a tout changé. L'histoire de la famille Leroy n'est pas seulement celle d'une disparition, mais celle d'un secret si terrible qu'il a fallu que la nature elle-même le force à remonter à la surface. Ce que vous allez entendre va bien au-delà de l'imaginable et remet en question la tranquillité apparente des lieux que l'on croit connaître. Votre soutien nous aide à continuer ce travail d'investigation. La famille Leroy, c'était l'incarnation de la normalité et de l'espoir. Stéphane, 35 ans, était un mécanicien talentueux, un homme simple qui travaillait dur pour offrir une vie meilleure aux siens. Céline, 32 ans, institutrice, était le cœur de la famille, une mère aimante et organisée qui planifiait leur avenir avec soin. Leur fille, Chloé, 7 ans, était une enfant vive et pleine d'imagination, qui consignait ses rêves dans un journal intime rempli de dessins de leur future maison. Et puis il y avait Lucas, le petit dernier, à peine âgé de 10 mois. Ils n'étaient pas riches, mais leur foyer était rempli de projets et d'affection. Ce déménagement vers le nord, où Stéphane avait décroché un meilleur poste, représentait tout pour eux. La fin des difficultés financières et le début d'une vie paisible, loin de l'agitation de la ville. Ils étaient sur le point de réaliser leurs rêves. Le matin de leur disparition, l'ambiance était à l'excitation. La voiture était chargée à bloc, remplie de cartons, de jouets et des espoirs d'une nouvelle vie. Ils ont quitté leur modeste appartement en souriant, après avoir dit au revoir à quelques voisins. Leur trajet devait les mener à travers le Massif central, une région qu'ils ne connaissaient pas bien, mais dont les paysages les enchantaient. La route, une départementale sinueuse traversant des forêts denses et des villages endormis, était la dernière étape avant de rejoindre la maison des parents de Céline pour une halte. Cette région, surnommée par certains la vallée du silence, en raison de son isolement, allait bientôt porter son nom de la manière la plus tragique qui soit. Le silence qui s'est abattu sur la famille Leroy, ce jour-là ne serait pas rompu pendant près de 20 ans. Les heures ont passé, le soir est tombé. Stéphane et Céline n'ont jamais appelé pour dire qu'ils étaient bien arrivés. L'inquiétude des grands-parents, d'abord une simple contrariété, s'est rapidement muée en une angoisse insupportable. Les premiers appels aux hôpitaux et aux gendarmeries locales n'ont rien donné. Le lendemain, leur disparition a été officiellement signalée. Les recherches ont commencé immédiatement, mobilisant des dizaines de gendarmes, des hélicoptères survolant les forêts et les lacs, des patrouilles parcourant chaque kilomètre de la route qu'ils étaient censés avoir empruntée. Mais c'était comme chercher des fantômes. Aucune trace de dérapage, aucun débris, aucun témoin fiable. La voiture, une Peugeot 405 Break de couleur bordeaux, et ses 4 occupants s'étaient littéralement volatilisés. En quelques jours, l'enquête s'est heurtée à un mur de silence total, laissant les enquêteurs et la famille face à un vide inexplicable. Pour les parents de Céline, le monde s'est effondré. Leur vie est devenue une attente interminable, suspendue entre l'espoir et le désespoir. Chaque sonnerie de téléphone, chaque voiture qui ralentissait devant leur maison, ravivait une lueur qui s'éteignait aussitôt. L'absence de réponse était une torture psychologique constante. Était-il vivant? Avait-il eu un accident dans un ravin isolé? Avait-il été victime d'une mauvaise rencontre? Toutes les hypothèses qu'étaient envisagées, chacune plus douloureuse que la précédente.
Ils ont dépensé leurs économies pour engager des détectives privés, placarder des affiches avec les visages souriants de leur fille et de sa famille dans toute la France. Mais les années passaient, et le silence ne faisait que s'épaissir, transformant leur chagrin en une blessure ouverte, une douleur sourde qui ne les quitterait plus jamais. La chambre préparée pour accueillir leurs petits-enfants est restée intacte, un mémorial silencieux d'un futur qui leur avait été volé. L'enquête officielle, dirigée à l'époque par le capitaine Fournier de la gendarmerie locale, a exploré toutes les pistes imaginables. La thèse de la fugue volontaire a été rapidement écartée. Les Leroy n'avaient aucune raison de disparaître. Leur compte en banque était intact. Ils n'avaient pas de dettes importantes ni de secrets apparents. Ils étaient heureux et tournés vers l'avenir. La piste criminelle, celle d'un enlèvement, semblait plus plausible, mais l'absence de demande de rançon la rendait perplexe. Les enquêteurs ont interrogé des centaines de personnes, vérifié les alibis, fouillé les registres des hôtels de la région. Rien. Le capitaine Fournier, un homme de terrain respecté, a confié des années plus tard que cette affaire était devenue son obsession, l'unique échec de sa carrière. Il se souvient encore de l'atmosphère pesante dans la petite communauté, un mélange de peur et de méfiance où quelques témoignages vagues et contradictoires n'ont fait qu'ajouter à la confusion générale. Au fil des ans, le mystère de la famille Leroy est devenu une sorte de légende locale dans la vallée du silence, une histoire que l'on se racontait à voix basse dans les cafés, une tragédie qui planait sur la région comme un brouillard persistant. Pour les habitants, le lac de barrage, ce grand plan d'eau artificiel qui était le cœur économique et touristique de la vallée, a pris une dimension plus sombre. On disait que le lac gardait des secrets. Des rumeurs, souvent infondées, ont circulé pendant des années, alimentées par la curiosité morbide et le besoin de trouver une explication, n'importe laquelle, à l'inexplicable. Certains parlaient d'un règlement de compte qui aurait mal tourné, d'autres d'une rencontre avec des personnages louches sur une aire de repos. Mais aucune de ces théories n'a jamais été étayée par la moindre preuve. La vallée avait repris sa vie en apparence paisible, mais la blessure n'était pas refermée. Pendant ce temps, pour les grands-parents, la vie était un combat de tous les jours contre l'oubli. Ils refusaient que l'affaire soit enterrée sous des piles de dossiers froids. Chaque anniversaire, chaque Noël était un rappel cruel de l'absence. Ils continuaient d'écrire aux autorités, de contacter des journalistes, de maintenir en vie la mémoire de leur famille. Ils se sont accrochés à un espoir presque insensé, que Lucas, le bébé, ait pu d'une manière ou d'une autre être épargné. Cette idée, bien que torturante, était la seule chose qui les empêchait de sombrer complètement. Ils vieillissaient avec cette question lancinante. Que s'est-il passé sur cette route en octobre 1998 ? Le temps, qui est censé apaiser les douleurs, ne faisait pour eux qu'amplifier le poids du mystère, transformant leur deuil impossible en une peine à perpétuité, sans corps à pleurer, sans tombe sur laquelle se recueillir. Puis, près de 2 décennies plus tard, à l'été 2017, un événement climatique inattendu a tout changé. Une sécheresse d'une intensité sans précédent a frappé la France et particulièrement le Massif central. Le niveau du lac de barrage de la vallée du Silence a commencé à baisser de manière spectaculaire, jour après jour, révélant des parcelles de son lit habituellement submergées. Les rives se sont transformées en paysages lunaires de boue craquelée. Un matin de septembre, un berger qui menait son troupeau sur les hauteurs a remarqué un éclat métallique loin dans une zone du lac qui n'avait jamais été à sec auparavant. Intrigué, il s'est approché et a distingué la forme indubitable d'un toit de voiture. Il a immédiatement prévenu la gendarmerie. Personne ne le savait encore, mais le silence de la vallée était sur le point d'être brisé de la plus fracassante des manières. L'arrivée des gendarmes sur les rives asséchées du lac a figé le temps. La scène était surréaliste. La carcasse rouillée de la Peugeot 405 reposait dans un lit de boue craquelé, comme un monstre marin échoué après une tempête séculaire. Pour les plus jeunes officiers, ce n'était qu'une voiture, mais pour les quelques anciens de la région, la vue de cette berline Bordeaux a ravivé un souvenir douloureux, une cicatrice que l'on pensait refermer. Le capitaine Fournier, prévenu à titre non officiel par un de ses anciens collègues, a ressenti un frisson en voyant les premières photos. C'était elle. Après 19 ans de silence, la vallée venait de rendre son secret le plus sombre. L'opération qui allait suivre ne serait pas une simple récupération de véhicules, mais une exhumation, la réouverture d'une plaie béante
dans la mémoire collective de toute une communauté. L'extraction de la voiture a été une opération d'une complexité et d'une délicatesse extrême, menée sous le regard des médias nationaux qui avaient déjà commencé à affluer. Il a fallu plusieurs heures pour sécuriser l'épave, fragile après tant d'années passées sous l'eau. Des plongeurs spécialisés de la gendarmerie ont d'abord inspecté l'habitacle submergé dans des conditions de visibilité quasi nulles. Puis, une grue massive a été acheminée sur les rives instables du lac. Chaque mouvement était calculé au millimètre près pour ne pas endommager davantage ce qui était désormais considéré comme une scène de crime. Lorsque la voiture a finalement été soulevée, dégoulinante de boue et d'algues, un silence de mort s'est abattu sur la foule de curieux et de journalistes tenus à distance. La Peugeot 405 des Leroy, le fantôme de la vallée, était de retour parmi les vivants. Une fois la voiture déposée sur une bâche stérile, le travail macabre des techniciens en identification criminelle a commencé. L'intérieur était une capsule temporelle tragique. Malgré les dégâts causés par l'eau, la scène était étrangement préservée. Les enquêteurs ont rapidement identifié des restes humains. L'analyse ADN confirmera plus tard ce que tout le monde redoutait. Il s'agissait bien de Stéphane, de Céline et de la petite Chloé. Les effets personnels, un sac à main de Céline, quelques jouets de Chloé flottant encore dans une flaque d'eau résiduelle, racontèrent l'histoire d'une vie brutalement interrompue. La disposition des corps suggérait une mort par noyade, compatible avec la thèse d'un accident. Pendant un bref instant, le mystère semblait résolu. La famille avait dévié de la route et sombré dans le lac. Une fin tragique, mais une fin tout de même. Mais c'est en examinant la banquette arrière que l'enquête a basculé dans l'horreur et l'incompréhensible. Le siège bébé, destiné à Lucas, le nourrisson de 10 mois, était là, solidement attaché à sa place. Mais il était vide. La ceinture du harnais était débouclée, posée proprement sur le côté. Il n'y avait aucune trace du petit garçon. Cette découverte a fait l'effet d'une bombe au sein de l'équipe d'enquête. Un accident aurait emporté toute la famille. Comment le plus vulnérable d'entre eux aurait-il pu disparaître? L'hypothèse d'une sortie de route accidentelle s'est effondrée en un instant. La scène n'était plus celle d'un drame de la route, mais celle d'un acte délibéré et monstrueux. Quelqu'un avait ouvert cette voiture, détaché ce bébé, et l'avait emporté avant de précipiter le véhicule dans les eaux sombres du lac. La question n'était plus « Où est la famille Leroy ?» mais « Qui a enlevé Lucas ?» L'annonce de la découverte aux parents de Céline a été l'épreuve la plus cruelle de leur vie. Après 19 ans d'une attente insoutenable, la nouvelle est arrivée comme un coup de poignard. D'un côté, la confirmation de la mort de leur fille, de leur gendre et de leur petite-fille Chloé leur offrait enfin une certitude, aussi douloureuse soit-elle. Ils pouvaient commencer à faire leur deuil, à organiser des funérailles, à avoir une tombe sur laquelle se recueillir. Mais de l'autre, la disparition de Lucas les a replongés dans un cauchemar encore plus vif. L'espoir, cette petite flamme qu'ils avaient entretenue en secret pendant toutes ces années, s'est ravivée de manière brutale et déchirante. Leur petit-fils était peut-être vivant, quelque part. À près de 80 ans, ils devaient trouver la force de se battre à nouveau, non plus contre le silence, mais pour retrouver un jeune homme qui ne les connaissait pas. L'affaire Leroy a été officiellement rouverte par le procureur de la République. Le dossier, qui dormait depuis plus de 15 ans dans les archives, est redevenu la priorité numéro 1 de la gendarmerie. Une nouvelle équipe d'enquêteurs a été formée, mêlant des jeunes experts en nouvelles technologies et des anciens qui connaissaient le contexte de l'époque. Le capitaine Fournier, bien qu'à la retraite, a été sollicité comme consultant. Son obsession pour l'affaire était intacte, et sa mémoire des détails de 1998 s'est avérée inestimable. Pour lui, c'était une seconde chance, l'occasion de réparer ce qu'il considérait comme son plus grand échec. Les enquêteurs ont commencé à réexaminer chaque témoignage, chaque piste écartée à l'époque, mais avec un regard neuf, éclairé par la terrible certitude que la famille avait été victime d'un crime. La nouvelle de la voiture retrouvée et du bébé manquant a provoqué une onde de choc dans la vallée du silence. La tranquillité apparente de la communauté s'est fissurée. Les journalistes ont envahi les petits villages, tendant leurs micros à des habitants qui, pour la plupart, se muraient dans le silence. Les vieilles rumeurs, autrefois chuchotées au comptoir du bar, étaient maintenant disséquées à la télévision nationale. Une atmosphère de paranoïa s'est installée. Certains se souvenaient de détails insignifiants à l'époque, une voiture suspecte,
des lumières étranges près du lac cette nuit-là. La peur et la suspicion ont commencé à ronger les liens communautaires. Soudain, chaque voisin pouvait être celui qui savait quelque chose, celui qui s'était tu pendant 19 ans. La vallée, qui avait si bien gardé son secret, était maintenant forcée de faire face à ces fantômes. Les enquêteurs ont donc repris le travail à zéro, avec une seule certitude. Ils cherchèrent le ravisseur d'un enfant et les assassins de sa famille. Ils ont réanalysé la voiture avec des technologies qui n'existaient pas en 1998. Des traces ADN infimes, des microfibres, tout était passé au crible. Ils ont reconstitué le trajet de la famille, minute par minute, cherchant le moindre détail qui aurait pu être négligé. Les anciens témoignages ont été réexaminés. Les témoins de l'époque, vieillis et parfois à la mémoire défaillante, ont été réinterrogés. Mais l'enquête, malgré tous ses efforts, semblait à nouveau s'enliser dans le même brouillard qu'à l'époque. La vallée gardait son silence, et le temps semblait avoir effacé les dernières traces qui auraient pu mener à la vérité. C'est alors qu'une nouvelle protagoniste est entrée en scène, de manière totalement inattendue. Élise Moreau, une jeune journaliste, indépendante originaire de la région. L'affaire Leroy n'était pas un simple fait divers pour elle, c'était l'histoire qui avait hanté son enfance, le conte effrayant que les adultes se chuchotaient. Elle avait grandi avec l'ombre de cette famille disparue planant sur la vallée. Contrairement aux enquêteurs concentrés sur les preuves matérielles, Élise était convaincue que la clé ne se trouvait pas dans la voiture, mais dans le silence même de la communauté. Elle a décidé de mener sa propre enquête, non pas sur le crime, mais sur le contexte de l'époque, sur l'atmosphère sociale de la vallée en 1998. Une approche qui, au départ, semblait vouée à l'échec. Pendant des semaines, Élise s'est plongée dans les archives locales, les journaux municipaux, les registres de la mairie, les bulletins paroissiaux. Elle cherchait une anomalie, un événement inhabituel qui se serait produit autour de la date de la disparition et qui aurait pu être ignoré par la gendarmerie, trop focalisée sur la route départementale. Un après-midi, dans le sous-sol poussiéreux de la bibliothèque du chef-lieu, elle est tombée sur une série de brèves dans un hebdomadaire local datant de la fin 1998. Ces articles, passés quasi inaperçus à l'époque, parlaient d'une communauté recluse, la fraternité de l'Aube Nouvelle, installée dans une grande ferme isolée à quelques kilomètres seulement du lac. Il mentionnait des rumeurs de dérives sectaires et des témoignages de familles inquiètes pour leurs proches. Ce qui a frappé Élise, c'est la localisation de cette communauté. Leur propriété se trouvait à moins de 5 kilomètres de la portion de route où les Leroy avaient probablement disparu. C'était une coïncidence troublante. La gendarmerie, à l'époque, avait bien interrogé le leader de la communauté, un certain père Jean, qui avait nié avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Son alibi, fourni par ses adeptes, était solide et la piste avait été rapidement abandonnée. Mais Élise a senti que quelque chose clochait. Pourquoi cette communauté, qui prônait l'amour et la paix, suscitait-elle autant de méfiance et de peur parmi les quelques personnes qui osaient en parler? Elle a décidé de creuser cette piste que tout le monde avait oubliée depuis près de 20 ans. Son enquête sur la fraternité de l'Aube Nouvelle s'est heurtée à un mur de silence encore plus épais que celui de la vallée. La communauté existait toujours, mais elle était devenue une forteresse, vivant en quasi-autarcie et refusant tout contact avec le monde extérieur. Les anciens membres, ceux qui avaient quitté la communauté au fil des ans, s'étaient dispersés dans toute la France, souvent en changeant de nom, comme pour échapper à un passé trop lourd. Élise a passé des jours à éplucher les registres, à utiliser les réseaux sociaux pour retrouver des traces de ces personnes. Elle a compris que la peur qui entourait cette communauté n'était pas un simple préjugé local. C'était une peur réelle, tangible, qui avait survécu à 2 décennies de silence. Finalement, après de nombreuses tentatives infructueuses, elle a réussi à localiser une femme, Marianne, qui avait été l'une des premières à quitter la fraternité à la fin des années 90 et à dénoncer publiquement ses pratiques. Elle vivait désormais en Bretagne sous son nom de jeune fille et avait refait sa vie. Le premier contact téléphonique a été un échec brutal. Dès qu'Élise a mentionné le nom de la communauté, Marianne a été prise de panique et a raccroché. La terreur dans sa voix était palpable, même après toutes ces années. Élise a compris qu'elle ne touchait pas seulement à une vieille affaire, mais à un traumatisme profond, une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Elle savait qu'insister serait inutile, mais abandonner était impossible. Élise a alors choisi une autre approche.
Elle a écrit un long email à Marianne. Elle n'a pas parlé d'enquête ou de journalisme. Elle a parlé de la famille Leroy. Elle a décrit Céline, Stéphane, la petite Chloé. Et surtout, elle a parlé de Lucas, le bébé disparu. Elle a joint une photo du siège enfant, vide, dans l'épave de la voiture. Elle a terminé son message par une simple question. Si vous savez quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait nous dire ce qui est arrivé à cet enfant, s'il vous plaît, ne laissez pas ce silence durer plus longtemps. Ce n'est plus une question de justice pour les morts, mais d'une chance de vérité pour un survivant potentiel. C'était un appel, non pas à un témoin, mais à une conscience humaine. 3 jours plus tard, alors qu'Élise commençait à perdre espoir, son téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. Au bout du fil, la voix tremblante de Marianne. « Je ne peux pas parler longtemps », a-t-elle murmuré. « Ils ne doivent jamais savoir que c'est moi, mais vous avez raison. Pour l'enfant, je dois vous dire ce que je sais, ce que j'ai vu cette nuit-là. » Ce fut le début de la fin du mystère. Le témoignage de Marianne n'allait pas seulement résoudre l'affaire Leroy, il allait révéler une vérité si monstrueuse que personne, pas même les enquêteurs les plus endurcis, n'aurait pu l'imaginer. La vérité n'était pas un simple crime, mais un acte de folie commis au nom d'une foi pervertie. L'expertise de la voiture avait révélé un détail crucial, passé inaperçu au premier abord. Le moteur n'avait subi aucun dommage qui aurait pu causer une panne. En revanche, l'analyse des circuits électriques a montré des signes de sabotage délibérés. Les câbles d'allumage avaient été sectionnés proprement, avec un outil. Cela signifiait que la voiture n'était pas tombée en panne par hasard, quelqu'un l'avait immobilisée. Cette découverte, couplée à l'absence de Lucas, a transformé l'hypothèse d'une mauvaise rencontre en la certitude d'un guet-apens planifié. La famille Leroy n'avait pas été victime du hasard. Ils avaient été ciblés. Mais pourquoi ? Quelle menace pouvait représenter cette famille ordinaire pour que quelqu'un prenne le risque de commettre un acte aussi barbare? Le témoignage de Marianne, recueilli par Élise, puis transmis aux gendarmes, a fourni la pièce manquante du puzzle. Elle a raconté que la nuit de la disparition, elle était encore membre de la fraternité. Elle se souvient de l'arrivée tardive d'une voiture, en panne juste devant le chemin menant à la ferme. Un homme, Stéphane Leroy, était venu demander de l'aide. Père Jean, le leader charismatique de la communauté, était sorti pour l'accueillir. C'est en voyant Céline et les enfants dans la voiture que son comportement a changé. Marianne a décrit le regard de Père Jean se posant sur le bébé, Lucas. Un regard d'une intensité étrange, presque fanatique. Il a invité la famille à l'intérieur, le temps que ses frères réparent la voiture. C'était un piège. Le récit de Marianne, recueilli dans une salle d'interrogatoire de la gendarmerie, était glaçant de précision. Elle a décrit la scène avec une terreur encore palpable, 20 ans plus tard. Comme en père. Jean, avec un calme terrifiant, avait expliqué aux Leroy que leur voiture ne pourrait être réparée que le lendemain. Comment il leur avait offert l'hospitalité, un repas, et comment Céline, méfiante mais épuisée, avait fini par accepter. Marianne a raconté avoir vu un des frères verser une substance dans leur soupe. Elle a décrit le regard de Céline, plein d'une panique soudaine, juste avant de sombrer, et le geste de Stéphane tentant de se lever pour protéger sa famille. Le pire, a-t-elle avoué en larmes, fut de voir Père Jean prendre doucement Lucas des bras de sa mère inconsciente, le berçant comme s'il était un don du ciel, pendant que les autres emportaient les corps inertes vers la voiture. Avec ce témoignage, l'enquête a pris une ampleur sans précédent. Les gendarmes ne pouvaient plus se contenter d'attendre. Une surveillance discrète mais constante a été mise en place autour de la ferme de la Fraternité de l'Aube Nouvelle. Des drones équipés de caméras thermiques survolaient la propriété la nuit. Des agents en civil se faisant passer pour des randonneurs observaient les allées et venues durant la journée. En parallèle, une équipe d'analystes financiers a commencé à éplucher les comptes de la communauté, une tâche rendue complexe par sa structure juridique opaque, officiellement une simple coopérative agricole. Les enquêteurs cherchaient une faille, une transaction anormale, n'importe quel indice matériel qui pourrait corroborer le récit de Marianne et justifier une intervention plus directe. Le silence de la vallée était sur le point d'être brisé par le bruit des serveurs informatiques et des analyses de données. La première brèche est apparue 1 semaine plus tard. Un analyste a repéré une anomalie dans les registres comptables de novembre 1998. Un don anonyme en espèces
d'un montant de 50 000 francs, avait été déposée sur le compte de la communauté. La somme était considérable pour une organisation vivant prétendument de la terre. Plus troublante encore, elle correspondait presque exactement à la somme que les Leroy avaient retirée de leur banque quelques jours avant leur départ, une somme destinée à couvrir les frais de leur installation et à démarrer leur nouvelle vie. Le reçu de dépôt, conservé dans les archives de la banque, était signé de la main de Père Jean. Le mobile n'était plus seulement celui d'un fanatisme religieux délirant. Il y avait aussi la cupidité, le vol et le meurtre. Le crime prenait une dimension encore plus sordide, celle d'une prédation calculée et impitoyable. Fort de ce nouvel élément, les enquêteurs ont réexaminé la liste des anciens membres de la fraternité. Le nom d'Antoine Lebrun, qui avait quitté la communauté en 2001 après un violent conflit avec Père Jean, a attiré leur attention. Contrairement à d'autres, il n'avait pas cherché à disparaître et vivait reclus dans un petit chalet dans les Pyrénées. 2 enquêteurs ont fait le voyage. Antoine, un homme au visage buriné par le soleil et la méfiance, a d'abord refusé de parler. Mais lorsque les enquêteurs ont posé sur sa table la photo de la voiture sortie du lac, puis celle du siège bébé vide, et enfin la copie du reçu de dépôt signé par Père Jean, son armure s'est fissurée. Il a regardé les documents pendant un long moment, puis a murmuré « Je savais que l'argent du diable ne nous apporterait que le malheur. » Il l'appelait la providence divine. Le témoignage d'Antoine a permis de comprendre la folie qui se cachait derrière le crime. Il a expliqué la doctrine secrète de Père Jean. Ce dernier était obsédé par une prophétie de sa propre création, selon laquelle un enfant pur, né sous un alignement planétaire précis, devait être recueilli par la communauté pour la guider lors d'une grande purification à venir. La nuit de la disparition des Leroy, Père Jean avait consulté ses cartes du ciel et était convaincu que le petit Lucas était cet élu. L'arrivée de la famille en panne devant sa porte n'était pas une coïncidence, mais un miracle, un signe divin. Le meurtre de Stéphane, Céline et Chloé était, dans son esprit tordu, un mal nécessaire, un sacrifice d'épuration pour soustraire l'enfant à l'influence d'un monde corrompu. La vérité était encore plus monstrueuse que ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Antoine, rongé par la culpabilité, a fourni un détail qui allait s'avérer décisif. Il a raconté que Stéphane Leroy ne s'était pas laissé faire sans se battre. Juste avant d'être maîtrisé, il avait réussi à griffer violemment le bras d'un des membres les plus zélés de la communauté, un homme nommé Thomas Lemoine. Antoine se souvenait parfaitement de la blessure, profonde, qui avait saigné abondamment. Il se rappelait même que quelques gouttes de sang avaient taché la moquette de la voiture, près du siège conducteur. Cette information a fait l'effet d'une décharge électrique dans la salle d'interrogatoire. 20 ans plus tard, il existait peut-être encore une preuve ADN, une signature biologique liant directement la communauté au meurtre. La recherche de Thomas Lemoine est devenue instantanément la priorité absolue. Les registres de la fraternité ont montré que Thomas Lemoine avait quitté la communauté en 2003, officiellement pour raisons de santé. En utilisant les outils de traçage modernes, les enquêteurs l'ont localisé en quelques heures. Il vivait sous une fausse identité en Belgique, travaillant comme jardinier dans un monastère. La collaboration avec la police belge a été immédiate. 2 jours plus tard, 2 inspecteurs belges et un gendarme français se sont présentés à lui. Thomas, un homme frêle et malade, aujourd'hui âgé de près de 70 ans, n'a opposé aucune résistance. À la simple mention du nom Leroy, il s'est effondré en sanglots. Sa confession a été complète, corroborant chaque détail fourni par Marianne et Antoine. Il a avoué avoir poussé la voiture dans le lac avec 2 autres frères, sous les ordres de Père Jean. La cascade de révélations était terminée. Le procureur avait désormais tout ce qu'il fallait pour lancer l'assaut. L'aube du 15 octobre 2017 n'était pas une aube comme les autres dans la vallée du silence. Avant même que le soleil ne se lève, des dizaines de véhicules de gendarmerie ont convergé en silence vers la ferme de la Fraternité de l'Aube Nouvelle. L'opération, préparée dans le secret le plus total, a été lancée avec une précision militaire. Les membres de la communauté ont été réveillés par le bruit des portes enfoncées et les ordres criés par des hommes en uniforme. La surprise a été totale. Pendant que la plupart des adeptes, hébétés, étaient regroupés dans la cour principale, une équipe d'intervention d'élite se dirigeait vers le bâtiment principal, la résidence de Père Jean. Ils ne cherchaient pas seulement un meurtrier, mais aussi sa victime, un jeune homme de 20 ans qui ignorait tout de son propre nom, Lucas Leroy.
les gendarmes ont trouvé Père Jean dans sa chapelle privée. Il n'était ni effrayé ni combatif. Il était assis en position de méditation, un sourire serein sur les lèvres, comme s'il les attendait. Face aux accusations, il n'a opposé aucune dénégation. Au contraire, il a commencé à raconter son histoire, non pas comme une confession, mais comme un témoignage de sa foi. Il a décrit l'arrivée de la famille Leroy comme un signe divin, la panne de leur voiture comme une intervention céleste. Il a parlé de Lucas, non pas comme d'un enfant enlevé, mais comme d'un élu qui lui avait été offert pour être sauvé de la corruption du monde. Sa voix était calme, posée, celle d'un homme convaincu de son bon droit, persuadé d'avoir agi selon une volonté supérieure. Pour lui, les gendarmes n'étaient que les émissaires d'un monde profane, venus lui reprendre son fils spirituel. Pendant ce temps, une autre équipe a trouvé frère Samuel dans sa petite chambre. Le jeune homme, alerté par le tumulte, était pétrifié de peur. Quand les gendarmes lui ont parlé de Lucas Leroy, il les a regardés avec une totale incompréhension. Ce nom ne signifiait rien pour lui. Son monde, c'était la ferme, ses frères et sœurs, et par-dessus tout, Père Jean, l'homme qu'il considérait comme son père, son sauveur. Loin d'être un sauvetage, l'intervention des forces de l'ordre était pour lui une agression terrifiante. Il a tenté de se débattre, criant le nom de Père Jean, le suppliant de le protéger de ces étrangers qui voulèrent le détruire. La scène était déchirante. Les gendarmes n'étaient pas en train de libérer une victime, mais de déraciner un jeune homme de la seule réalité qu'il ait jamais connue. En garde à vue, libéré de la présence de ses adeptes, Père Jean a livré un récit complet d'une froideur clinique qui a glacé le sang des enquêteurs. Il a confirmé le sabotage de la voiture, l'invitation faite à la famille, le sédatif versé dans leur repas. Il a décrit avec une précision dérangeante comment il avait pris Lucas des bras de sa mère endormie, la paix qu'il avait ressentie en accomplissant ce qu'il considérait comme sa mission sacrée. Il a raconté comment Thomas le moine et 2 autres frères avaient conduit la voiture jusqu'au bord du lac, placé les corps de Stéphane et Céline à l'avant, celui de Chloé à l'arrière, avant de la laisser glisser dans les eaux sombres. Il n'a exprimé aucun remords, aucune pitié pour la famille qu'il avait anéantie. Pour lui, c'était un sacrifice nécessaire, un acte de purification pour sauver l'âme d'un enfant. La perquisition de la ferme a apporté la preuve matérielle qui manquait. Dans un coffre-fort caché dans le bureau de Père Jean, les enquêteurs ont trouvé, à côté des registres financiers de la communauté, un petit objet qui a fait basculer l'horreur dans l'intime. Le journal intime de Chloé. Le carnet rose, à la couverture légèrement abîmée par le temps, était rempli des dessins et des écrits d'une enfant de 7 ans excitée à l'idée de sa nouvelle vie. Sur la dernière page, datée du 11 octobre 1998, la veille de leur départ, elle avait dessiné sa future maison avec un grand soleil et 4 personnages souriants se tenant par la main. Père Jean l'avait gardée, non pas comme un trophée, mais comme une relique, la preuve du monde ancien dont il avait sauvé Lucas. Pour les enquêteurs, c'était la voix silencieuse de la petite victime, un témoignage poignant de tout ce qui avait été volé. L'annonce de la vérité aux parents de Céline a été la dernière et la plus cruelle des épreuves. Un psychologue de la gendarmerie et le capitaine Fournier, sortis de sa retraite pour cette occasion, se sont rendus à leur domicile. Ils ont dû leur raconter la folie de Père Jean, le meurtre de sang-froid de leur fille, de leur gendre et de leur petite-fille. Le chagrin contenu pendant 20 ans par l'incertitude a éclaté avec une violence inouïe. Mais la douleur la plus complexe est venue avec la nouvelle de Lucas. Leur petit-fils était vivant, mais il était un étranger, un jeune homme dont l'esprit avait été modelé par les assassins de sa propre famille. La perspective de le rencontrer était un mélange d'espoir immense et de terreur absolue. Comment aimer un petit-fils qui ne les reconnaîtrait pas, qui pleurait peut-être l'homme qui avait détruit leur vie? La fin du mystère n'était pas une libération, mais le début d'un nouveau deuil, encore plus complexe. La nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre sur la France entière. L'affaire Leroy, ce mystère froid qui avait hanté les chroniques judiciaires, est devenu une tragédie nationale. Les images de la ferme, de Père Jean au visage impassible, et les bribes d'informations sur Frère Samuel ont tourné en boucle sur toutes les chaînes. La vallée du silence, autrefois connue pour ses paysages paisibles, est devenue le symbole d'un secret monstrueux gardé pendant 2 décennies. L'histoire a exposé la vulnérabilité d'une famille ordinaire face à la folie sectaire
et a posé une question dérangeante à toute la société. Comment une telle horreur a-t-elle pu se produire et rester cachée si longtemps, si près de tous? La vérité, enfin révélée, n'a pas apporté la paix, mais un profond sentiment de malaise et une prise de conscience brutale des ténèbres qui peuvent se cacher derrière les façades les plus tranquilles. Le procès de Père Jean et de ses complices, qui s'est tenu 1 an plus tard, est devenu l'affaire de la décennie en France. Loin de montrer le moindre remords, Père Jean, de son vrai nom Jean-Pierre Guérin, a utilisé la barre des témoins comme une chaire, défendant ses actes avec un fanatisme glaçant. Il a décrit le meurtre des Leroy comme un acte de libération pour Lucas, un mal nécessaire pour sauver une âme pure. Sa sérénité face à l'horreur de ses crimes a choqué la nation. La Cour l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ses complices, dont Thomas Lemoine, ont écopé de lourdes peines pour leur rôle dans l'assassinat et la séquestration. La justice des hommes avait été rendue, mais pour les survivants, la sentence la plus lourde ne faisait que commencer. La salle d'audience, remplie de journalistes et de curieux, a écouté le verdict dans un silence de cathédrale, un silence bien différent de celui qui avait si longtemps couvert la vallée. Pour Lucas, ou plutôt Samuel comme il continuait de s'appeler, la libération a été une descente aux enfers. Déraciné de la seule vie qu'il ait jamais connue, il a été placé dans une unité de soins psychiatriques spécialisée dans la déprogrammation sectaire. Les premiers mois furent un cauchemar. Il refusait de manger, passait ses journées prostré dans un coin de sa chambre, murmurant des prières pour le retour de Père Jean, l'homme qu'il considérait comme son père et son sauveur. Il voyait les psychologues et ses grands-parents comme des ennemis, des agents du monde corrompu venus le détruire. Chaque tentative de lui parler, de sa véritable famille, de lui montrer des photos de Stéphane et Céline, se heurtait à un mur de déni et de panique. Il était la victime vivante du crime. Un jeune homme dont l'identité avait été volée et remplacée par une construction monstrueuse. Son chemin vers la guérison s'annonçait long, incertain et douloureux. Les grands-parents de Lucas ont vécu cette période avec un mélange d'espoir et de désespoir absolu. Ils avaient retrouvé leur petit-fils, mais il était un étranger hanté par les fantômes de ses bourreaux. Leur première rencontre, supervisée par des médecins, était d'une tristesse infinie. Ils voyaient dans ses yeux non pas l'étincelle de leur famille, mais la peur et la méfiance. Pour lui, ils étaient les visages de la menace. Pour eux, il était le dernier vestige de leur monde anéanti, un trésor qu'ils ne pouvaient ni atteindre ni consoler. Le capitaine Fournier leur rendait visite régulièrement, non plus en tant que gendarme, mais en tant qu'homme qui partageait une partie de leur fardeau. Il leur a un jour remis le journal intime de Chloé récupéré dans le coffre de Père Jean. Ils l'ont serré contre eux, pleurant sur les dessins d'une petite fille qui rêvait d'un avenir qui ne viendrait jamais. La vallée du silence, quant à elle, ne serait plus jamais la même. Le nom, autrefois poétique, était devenu une marque d'infamie. La révélation de l'affaire a brisé la communauté. La honte collective s'est installée, mêlée à la culpabilité de n'avoir rien vu ou de n'avoir pas voulu voir. Certains habitants ont déménagé, incapables de supporter le poids du passé et le regard des touristes morbides qui venaient désormais visiter le lac du crime. La ferme de la Fraternité a été rasée, comme pour tenter d'effacer la souillure de la terre. Mais on ne peut pas démolir un souvenir. Le lac de barrage, autrefois source de vie et de loisirs, est devenu un mémorial à ciel ouvert, un rappel constant que les secrets les plus sombres peuvent sommeiller juste sous la surface, attendant qu'une sécheresse, qu'elle soit climatique ou humaine, vienne les exposer à la lumière crue de la vérité. Plus d'1 an après le procès, une première fissure est apparue dans l'armure de Samuel. Lors d'une visite de ses grands-parents, pour la première fois, il n'a pas détourné le regard. Il est resté silencieux, mais il les a observés. Sa grand-mère, le cœur battant, a sorti de son sac le petit journal de Chloé et l'a posé sur la table entre eux. « C'était à ta sœur », a-t-elle simplement dit, la voix brisée. Samuel a regardé le carnet rose pendant un long moment. Puis, lentement, sa main s'est tendue et il l'a pris. Il ne l'a pas ouvert. Il l'a juste tenu, ses doigts effleurant la couverture usée. Pour la première fois, il n'a pas rejeté son passé. Ce n'était pas un happy end, ni même une promesse de guérison. C'était juste un début, un minuscule pas hors des ténèbres, vers la reconnaissance fragile de ce qu'il était vraiment. Lucas Leroy. L'histoire de la famille Leroy est devenue un symbole national,
une cicatrice dans la mémoire collective française. Elle nous rappelle que l'horreur ne se cache pas toujours dans des lieux sordides ou des esprits visiblement dérangés, mais qu'elle peut prospérer derrière des façades de piété, au cœur de paysages que l'on croit paisibles. Ce jour-là, la vallée du silence a appris une leçon douloureuse. La vérité, même lorsqu'elle est enfin révélée, n'apporte pas toujours la paix, mais elle est le seul commencement possible de la guérison, aussi longue et difficile soit-elle. Les eaux du lac sont remontées, recouvrant la boue et les cicatrices du lit asséché. Mais personne dans la vallée n'oubliera jamais ce que la sécheresse a révélé, ni le prix terrible qu'une famille a dû payer pour un secret qui refusait de mourir. Si vous pensez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la recherche de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être racontées. Merci de nous avoir écoutés. Le chemin de Lucas, redevenu Samuel par la force de l'habitude, avant de timidement réapprendre son propre nom, fut une épreuve de chaque instant. Le journal de Chloé devint sa seule encre dans un océan de mensonges. Il le lisait et le relisait, non pas pour comprendre, mais pour ressentir. À travers les dessins naïfs et les phrases maladroites de cette sœur qu'il n'avait jamais connue, il ne découvrait pas une famille, mais des fragments d'une vie qui aurait dû être la sienne. Chaque page tournée était un pas douloureux hors de la prison mentale construite par Père Jean. Les psychologues qui l'accompagnaient savaient que sa guérison ne serait jamais complète. Il ne s'agissait pas de remplacer une identité par une autre, mais d'apprendre à vivre avec les deux, avec le fantôme d'un garçon élevé dans la foi d'un monstre et l'écho d'un bébé aimé, volé à sa famille. Pour les grands-parents, le temps qui restait prit un nouveau sens. Leur vie, autrefois suspendue dans l'attente, était désormais consacrée à un amour patient et inconditionnel. Ils ne cherchaient pas à récupérer le petit-fils perdu, mais à connaître le jeune homme brisé qui se tenait devant eux. Leurs visites hebdomadaires étaient des rituels silencieux. Ils n'apportaient pas de lourds souvenirs, mais de petites choses. Une photo de Céline souriant au soleil, une vieille voiture miniature qui avait appartenu à Stéphane. Ils ne posaient pas de questions, ils offraient simplement leur présence, une bouée de sauvetage dans les eaux troubles de sa mémoire. Ils apprenaient à aimer Samuel, dans l'espoir qu'un jour, Lucas trouverait la force de répondre. Leur combat n'était plus contre le silence, mais pour la reconstruction fragile d'un lien que même la plus grande des cruautés n'avait pas réussi à anéantir complètement. La vallée du silence a dû apprendre à vivre avec sa nouvelle réputation. La honte et la culpabilité ont remplacé la quiétude d'autrefois. Pour honorer la mémoire de la famille Leroy, la communauté a érigé une stèle simple près des rives du lac, non loin de l'endroit où la voiture avait été retrouvée. Ce n'est pas un monument grandiose, juste une pierre gravée avec leurs 4 noms et une phrase « La vérité finit toujours par remonter à la surface ». C'est devenu un lieu de pèlerinage silencieux pour les habitants, un rappel constant de leur propre aveuglement. Le lac, autrefois le cœur battant de la vallée, est désormais perçu avec une respectueuse tristesse. Il n'est plus seulement un réservoir d'eau, mais le gardien d'une tragédie qui a enseigné à toute une région que le silence le plus profond n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence de vérité. L'affaire Leroy a laissé une empreinte indélébile, bien au-delà des frontières de la vallée. Elle est devenue l'incarnation de la façon dont la normalité la plus douce peut être anéantie par le fanatisme le plus sombre. L'histoire a montré que les monstres ne portent pas toujours des visages effrayants. Parfois, ils portent le masque de la piété et de la rédemption. La sécheresse qui a révélé la voiture des Leroy fut plus qu'un simple événement climatique. C'était une métaphore puissante. La nature elle-même, à bout de souffle, semblait avoir décidé qu'elle ne pouvait plus porter le poids d'un tel secret. Ce jour-là, la France a appris que la vérité, lorsqu'elle émerge après des décennies de silence, n'apporte pas toujours la paix. Mais elle est, sans aucun doute, le douloureux et unique commencement de la guérison. L'histoire de la famille Leroy nous rappelle que derrière chaque dossier classé, il y a des vies brisées et des questions qui méritent des réponses. Si vous croyez que la mémoire des victimes doit être honorée et que la quête de la vérité ne doit jamais être abandonnée, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes sur des histoires qui, comme celle-ci, ont besoin d'être racontées pour ne jamais être oubliées. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.